Le 15 juin 1985, Céline Lavigne a disparu dans sa robe de mariée, pas après la fête, pas sur le chemin du retour, pendant la célébration. À 23h30 précise, la jeune femme de 21 ans est sortie de la salle des fêtes d'Annecy pour prendre l'air. Elle n'est jamais revenue, son mari l'a attendue, sa famille l'a cherchée. La police a fouillé chaque centimètre du lac, chaque ruelle de la vieille ville, chaque sentier des montagnes environnantes. Rien, comme si la terre l'avait avalée, vêtue de cette robe unique brodée à la main par sa grand-mère disparue. Pendant 19 ans, le mystère est resté entier. Jusqu'à ce jour de mars 2004, quand une femme faisant ses courses dans une brocante du centre-ville a reconnu quelque chose d'impossible sur un cintre poussiéreux. La robe. Cette robe qui n'aurait jamais dû se trouver là. Cette robe qui allait révéler un secret gardé pendant près de 2 décennies. Comment le vêtement d'une mariée disparue peut-il réapparaître des années plus tard dans une boutique d'occasion? Et surtout, qu'est-il vraiment arrivé à Céline Lavigne cette nuit-là? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Annecy, au milieu des années 80, était une ville où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. Nichée entre le lac cristallin et les montagnes de Haute-Savoie, cette commune de 50 000 habitants vivait au rythme des saisons touristiques et des traditions bien ancrées. Les familles s'y installaient pour des générations entières. Les commerces se transmettaient de père en fils, et les mariages constituaient des événements suivis par toute la communauté. La famille Lavigne incarnait parfaitement cette bourgeoisie provinciale française. Robert Lavigne dirigeait une entreprise familiale de menuiserie qui employait une vingtaine de personnes. Son épouse, Hélène, enseignait le français au lycée Gabriel Fauré. Ils habitaient une belle demeure des années 30 dans le quartier de Crangevrier, avec vue sur les montagnes. Leur fille unique, Céline, était née en janvier 1964, fruit d'un mariage tardif qui avait fait d'elle le centre absolu de leur existence. Céline avait grandi sous cette attention constante, entre les ateliers de menuiserie de son père, où elle aimait dessiner les motifs de bois, et les salles de classe, où sa mère corrigeait des copies en attendant la fin des cours. Élève brillante, elle avait obtenu son baccalauréat avec mention bien en 1982, puis s'était inscrite à l'université de Grenoble en lettres modernes. C'est là, lors d'une soirée étudiante en octobre 1983, qu'elle avait rencontré Marc Fontaine. Marc venait d'une famille bien différente. Son père, ouvrier dans une usine de composants automobiles à Crangevrier, et sa mère, aide-soignante à l'hôpital d'Annecy, avaient économisé chaque franc pour permettre à leur fils d'étudier l'ingénierie à Grenoble. Marc était sérieux, travailleur, déterminé à s'élever socialement. À 24 ans, en 1985, il venait de décrocher un poste prometteur dans une entreprise d'équipement industriel à Annecy. Pour les Fontaine, c'était la consécration de leur sacrifice. Pour les Lavigne, c'était une union acceptable, bien que Robert ait espéré un gendre issu d'un milieu plus aisé. Les fiançailles avaient été annoncées à Noël 1984. Hélène s'était immédiatement lancée dans les préparatifs avec l'intensité d'une femme qui orchestrait l'événement de sa vie. Elle avait choisi la date avec soin. Le 15 juin, jour de la Sainte-Germaine, patronne des jeunes filles. Elle avait réservé la salle des fêtes municipales, celle avec les grandes fenêtres donnant sur le Thioux. Elle avait établi une liste d'invités de 150 personnes, et surtout, elle avait insisté pour que sa propre mère, Marguerite, décédée en 1978, soit présente à travers la robe de mariée. Cette robe était une œuvre d'art. Marguerite, couturière de talent, l'avait commencée pour sa propre fille, en 1962, lorsque Hélène avait épousé Robert. En satin de soie ivoire, avec des centaines de perles cousues à la main, formant des motifs floraux uniques sur le corsage et la traîne,
Elle représentait des mois de travail minutieux, mais Marguerite n'avait pas eu le temps de la terminer. Elle était morte brutalement d'une crise cardiaque à 56 ans, laissant la robe inachevée dans son atelier. Hélène l'avait précieusement conservée pendant toutes ces années, dans une housse de protection, au fond de son armoire. Pour le mariage de Céline, Hélène avait fait terminer la robe par une couturière d'Annecy, en respectant scrupuleusement les plans laissés par Marguerite. Chaque point, chaque perle, chaque détail de dentelle suivait la vision originale. Le résultat était extraordinaire, une pièce qui mêlait l'élégance des années 60 à une touche d'intemporalité. Sur Céline, avec sa silhouette mince et ses longs cheveux châtains, l'effet était saisissant. Sophie Colbert, meilleure amie de Céline depuis le collège, se souvenait parfaitement du dernier essayage, une semaine avant le mariage. Elle était là, dans le salon des Lavignes, quand Céline était sortie de la chambre vêtue de la robe terminée. Elle était magnifique, raconterait-elle plus tard aux enquêteurs, mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux ce jour-là. Pas de la joie, plutôt de la résignation, comme quelqu'un qui accepte son destin sans vraiment le choisir. Sophie connaissait Céline mieux que quiconque. Elles avaient partagé leurs secrets d'adolescente, leurs rêves, leurs peurs. Elle savait que Céline aimait Marc, mais d'un amour tranquille, raisonnable. Elle savait aussi que Céline rêvait de devenir écrivain, de voyager, de vivre une vie moins conventionnelle que celle qui l'attendait. Mais elle savait surtout que Céline ne décevrait jamais ses parents, particulièrement sa mère, qui avait investi tant d'espoir dans ce mariage. Les derniers jours avant la cérémonie avaient été frénétiques. Hélène vérifiait chaque détail obsessionnellement. Les fleurs, le menu, le plan de table, la musique. Robert s'occupait des aspects financiers avec sa rigueur habituelle. Marc, lui, semblait flotter dans une bulle de bonheur simple, inconscient des tensions sous-jacentes. Ils parlaient déjà de l'appartement qu'ils allaient louer près du centre-ville, du voyage de noces prévu en Italie, des enfants qu'ils auraient un jour. La veille du mariage, Céline avait passé la nuit chez ses parents, selon la tradition. Sophie était restée avec elle. Elles avaient bu du champagne, ri de leurs souvenirs de jeunesse, évoqué l'avenir avec cette légèreté forcée qui cache parfois l'anxiété. « Tu es sûre ?» avait demandé Sophie à un moment, dans le noir de la chambre d'enfant de Céline, entourée des livres et des souvenirs d'une vie qui allait changer. Céline avait répondu après un long silence. « On ne peut jamais être complètement sûr de rien, non ? Mais c'est la bonne chose à faire. Mes parents sont si heureux. Marc est quelqu'un de bien. C'est une belle vie qui m'attend. » Sophie n'avait rien ajouté, mais ce « belle vie » résonnait étrangement, comme si Céline parlait de l'existence de quelqu'un d'autre. Le samedi 15 juin 1985 s'était levé sur Annecy dans une luminosité parfaite. Le ciel était d'un bleu impeccable, la température atteignait 24 degrés en début d'après-midi, et une brise légère venait du lac. Un temps de rêve pour un mariage, avait commenté le père Duchamp, qui devait célébrer la messe à 15 heures à l'église Notre-Dame de Liesse. La matinée avait suivi le programme prévu. À 9 heures, la coiffeuse était arrivée chez les Lavignes. À 11 heures, Céline avait pris un bain seule, refusant l'aide que sa mère lui proposait. À 12h30, elle avait grignoté quelques bouchées du déjeuner préparé, incapable d'avaler grand-chose. À 13 heures, elle avait commencé à s'habiller. Sophie, en tant que témoin et demoiselle d'honneur, était présente pour ces moments intimes. Elle avait aidé Céline à enfiler la robe, à ajuster les dizaines de petits boutons de nacre qui couraient le long du dos. Le corsage épousait parfaitement la silhouette de Céline. La traîne de 2 mètres s'étalait derrière elle avec une grâce royale. Le voile, retenu par un diadème discret, tombait jusqu'aux épaules. Chaque perle brodée à la main captait la lumière d'une façon unique. Hélène pleurait en regardant sa fille. Robert, d'habitude 6 mètres de lui, avait les yeux humides. « Ta grand-mère aurait été si fière », avait murmuré Hélène en arrangeant une dernière fois le voile. Le cortège était parti vers 14h30 pour l'église. Céline et son père dans la Mercedes louée pour l'occasion, décorée de rubans blancs et de roses. Hélène et Sophie dans la voiture familiale. Les rues d'Annecy étaient animées par les touristes du samedi.
Mais le passage de la voiture de la mariée avait attiré les regards et les sourires. C'était le genre de moment qui donnait l'impression que tout était parfait, que l'avenir ne pouvait être que lumineux. La cérémonie à l'église avait duré 55 minutes. Marc attendait devant l'autel, dans son costume gris anthracite, les mains jointes, le visage rayonnant. Quand Céline était entrée au bras de son père, au son de la marche nuptiale jouée à l'orgue, tous les invités s'étaient retournés. Le père Duchamp se souviendrait plus tard que Céline marchait lentement, peut-être trop lentement, comme si chaque pas nécessitait un effort de volonté. L'échange des vœux s'était fait selon le rituel traditionnel. Marc avait répondu « oui » avec une voix forte et claire. Céline avait dit « oui » aussi, mais si doucement que le prêtre avait dû lui demander de répéter. Les alliances avaient été échangées en or jaune, gravées de leur prénom et de la date. Le baiser des mariés avait été bref, presque chaste. Puis les cloches avaient sonné et le cortège était sorti de l'église sous une pluie de riz. Les photographies officielles avaient été prises sur le parvis, puis au bord du lac, avec les montagnes en arrière-plan. Le photographe, un homme d'une 50aine d'années qui couvrait les mariages d'Annecy depuis 20 ans, demanderait plus tard aux enquêteurs s'il avait remarqué quelque chose d'inhabituel. La mariée souriait pour les photos, avait-il dit, mais ses yeux ne souriaient pas. J'ai fait ce métier suffisamment longtemps pour reconnaître une mariée heureuse d'une mariée qui joue son rôle. À 17h30, les invités étaient arrivés à la salle des fêtes municipales, située rue de la République, à quelques centaines de mètres du centre historique. La salle pouvait accueillir 200 personnes, avec ses grandes fenêtres donnant sur le Thiou et ses lustres en cristal, qui donnaient une touche d'élégance. Hélène avait tout coordonné dans les tons ivoire et rose pâle, nappes, fleurs, décorations. Les tables étaient disposées en U, avec celles des mariés au centre de la partie supérieure. Le repas avait commencé à 18h. Apéritif, entrée de saumon fumé, plat de volaille aux morilles, fromage savoyard, pièces montées traditionnelles. Entre chaque service, les discours habituels. Le père de Marc avait parlé avec émotion de son fils, de ses études, de sa réussite. Robert avait évoqué Céline enfant, ses talents, sa gentillesse, des amis avaient raconté des anecdotes. Marc avait remercié tout le monde avec une sincérité touchante. Céline avait peu mangé, peu parlé. Elle souriait aux bonnes personnes, répondait quand on lui adressait la parole, mais Sophie, assise à côté d'elle, sentait la tension dans ses épaules, la raideur de ses gestes. Vers 21h, alors que les tables étaient débarrassées et que l'orchestre, 4 musiciens locaux, commençait à s'installer, Céline s'était penchée vers Sophie. « J'ai besoin d'air », avait-elle chuchoté. « J'étouffe dans cette robe. Tu veux que je vienne avec toi ? » « Non, reste, je reviens dans 5 minutes. » La valse des mariés avait eu lieu à 21h15. Marc et Céline avaient dansé sous les applaudissements. Elle légère dans sa robe blanche, lui un peu maladroit mais attendri. Puis, d'autres couples les avaient rejoints. La fête avait vraiment commencé. Musique, danse, rire, champagne qui coulait à flots. À 23h, la soirée battait son plein. L'ambiance était joyeuse, détendue. Les plus jeunes dansaient avec énergie. Les plus âgés discutaient autour des tables encore garnies de verres et de coupes de champagne. Marc cherchait Céline du regard, ne la voyant pas sur la piste de danse. Il l'avait aperçue quelques minutes plus tôt, discutant avec sa tante près de la fenêtre. À 23h20, Marc avait demandé à Sophie si elle avait vu Céline. « Elle doit être aux toilettes », avait répondu Sophie, sans s'inquiéter. Mais à 23h30, Marc commençait à trouver l'absence longue. Il avait vérifié les toilettes des dames, vides. Il avait fait le tour de la salle. Céline n'y était pas. Il avait interrogé plusieurs invités. Personne ne l'avait vue depuis un moment. « La dernière fois que je l'ai aperçue, » avait dit une cousine, « elle sortait par la porte principale. J'ai pensé qu'elle allait prendre l'air. Il fait chaud ici avec tous ces gens. » Marc était sorti. La nuit était douce, la rue presque déserte. Quelques voitures garées le long du trottoir. La lumière des lampadaires créait des zones d'ombre entre les bâtiments. Il avait appelé « Céline ?»
Pas de réponse. Il avait marché jusqu'au bout de la rue, vérifié de chaque côté. Rien. Il était rentré dans la salle à 23h40, le visage inquiet. « Je ne trouve pas Céline », avait-il dit à Robert et Hélène. L'orchestre jouait toujours. Les invités continuaient de danser, inconscients du problème qui se développait. Robert avait gardé son calme. Elle a dû aller prendre l'air près du canal. Avec cette chaleur et tous ces gens, c'est normal. Allons voir. Ils étaient sortis à trois. Marc, Robert et le frère de Marc. Ils avaient exploré les environs immédiats de la salle, le long du Thiou, dans les ruelles adjacentes, jusqu'à la place de l'hôtel de ville. 20 minutes de recherche sans résultat. À minuit, ils étaient revenus dans la salle, maintenant inquiets. Sophie avait été alertée. Elle avait vérifié à nouveau les toilettes, une petite salle de repos à l'étage. Toujours rien. Hélène commençait à paniquer. « Où est ma fille? Où est Céline ?» À minuit 15, Robert avait pris la décision d'appeler la police. Certains invités, voyant l'agitation, s'étaient approchés. Les rumeurs commençaient à circuler. La mariée avait disparu. Personne ne savait où elle était. La musique s'était arrêtée. L'ambiance festive s'était transformée en inquiétude collective. Les premiers policiers étaient arrivés à minuit 35. 2 agents de la police municipale d'Annecy, habitués aux ivrognes du samedi soir et aux disputes conjugales, pas aux mariés qui s'évaporaient. Ils avaient pris les déclarations de base, nom, âge, description physique, vêtus d'une robe de mariée en satin blanc brodé de perles. Impossible à manquer. Elle a peut-être eu un malaise, avait suggéré un des agents. Les mariés sont souvent stressés. Elle a pu aller marcher pour se calmer et se sentir mal. Mais après 1 heure de recherche étendue dans les rues environnantes, avec l'aide de plusieurs invités qui s'étaient portés volontaires, il fallait se rendre à l'évidence. Céline Lavigne avait disparu, dans sa robe de mariée, le soir de son mariage, sans un mot à quiconque. À 2 heures du matin, le commissariat central avait été alerté. Le commissaire de garde, Jean-Louis Mercier, avait compris la gravité inhabituelle de la situation. Une jeune mariée ne disparaît pas dans sa robe sans raison. Soit il y avait eu un accident grave, soit quelque chose de plus sinistre s'était produit. Les recherches s'étaient intensifiées. Des équipes avaient été envoyées sur les berges du lac. La crainte d'un suicide ne pouvait être écartée. D'autres avaient fouillé le parc de l'Europe, les jardins publics, les parkings. Des patrouilles circulaient dans toute la ville. Comment une femme en robe de mariée pouvait-elle disparaître sans que personne ne la voie? À 4 heures du matin, aucune trace. Pas de témoins ayant aperçu une mariée errante, pas de vêtements abandonnés, pas de signes de lutte, pas de corps dans l'eau, rien. L'incompréhension était totale. Sophie, assise dans la salle des fêtes maintenant vide et silencieuse, les guirlandes encore accrochées comme des fantômes de la fête avortée, se repassait mentalement les dernières heures. Céline lui avait-elle dit quelque chose? Y avait-il eu un signe qu'elle n'avait pas su lire? Ce « j'ai besoin d'air » résonnait différemment maintenant. Mais Céline avait dit ça plusieurs fois dans la soirée. Elle détestait la foule, la chaleur, l'attention constante. Marc, effondré sur une chaise, le nœud papillon défait, les yeux rouges, ne comprenait tout simplement pas. C'était son mariage. Leur mariage. Pourquoi Céline serait-elle partie? Ils s'aimaient. Ils allaient construire une vie ensemble. Qu'est-ce qui avait pu se passer? Hélène était en état de choc, incapable de former des phrases cohérentes. Robert, livide mais essayant de maintenir un semblant de contrôle, répondait mécaniquement aux questions des policiers. Oui, Céline était heureuse. Non, il n'y avait pas de problème dans le couple. Non. Elle n'avait jamais manifesté de désir de fuir. C'était inconcevable. Au lever du jour, le dimanche 16 juin, alors que le soleil se levait sur un lac d'une beauté indifférente à la tragédie humaine, les recherches continuaient avec des moyens accrus. Mais la question demeurait terrifiante dans sa simplicité. Où était Céline Lavigne? Les premières 48 heures avaient été cruciales et elle n'avait rien donné. L'enquête officielle, dirigée par le commissaire Mercier, s'était déployée selon tous les protocoles standards.
interrogatoire systématique de tous les invités au mariage, 147 personnes. Vérification des hôpitaux dans un rayon de 100 km. Dragage partiel du lac d'Annecy. Diffusion d'un avis de recherche avec photo à toutes les gendarmeries de Haute-Savoie et des départements limitrophes. Contrôle des gares, des stations d'autobus, des péages autoroutiers. La théorie initiale du malaise ou de l'accident s'était heurtée à une impossibilité logique. Comment une jeune femme en robe de mariée peut-elle avoir un accident sans que personne ne s'en aperçoive dans une ville touristique animée un samedi soir de juin? Les berges du lac avaient été fouillées par des plongeurs professionnels. Rien. Les zones boisées autour d'Annecy avaient été inspectées avec des chiens. Aucune trace. La piste criminelle avait été explorée avec rigueur. Marc avait été interrogé pendant 6 heures d'affilée, procédure standard dans ce type de cas. Ses allées et venues pendant la soirée avaient été reconstituées minute par minute. Une trentaine de témoins confirmaient sa présence continue dans la salle des fêtes. Il n'avait physiquement pas pu faire quoi que ce soit à Céline. Son alibi était inattaquable. Les parents de Céline avaient également été questionnés longuement. Y avait-il eu des tensions familiales, des disputes avant le mariage, des pressions excessives? Hélène avait reconnu qu'elle avait beaucoup insisté sur les préparatifs, qu'elle voulait que tout soit parfait, mais rien qui justifie une fuite. « Ma fille était heureuse », répétait-elle comme un mantra. Elle allait épouser un homme bien, elle avait tout pour être heureuse. Sophie avait été l'une des dernières personnes à qui Céline avait parlé. Son témoignage avait été crucial. Elle avait révélé aux enquêteurs quelque chose qu'elle avait gardé pour elle initialement, par loyauté envers son amie. Quelques semaines avant le mariage, Céline lui avait confié qu'elle se sentait piégée par les attentes de tout le monde. « C'est comme si le train avait démarré », avait dit Céline, « et que je ne pouvais plus descendre sans tout faire dérailler. » « Vous pensez qu'elle aurait pu partir volontairement ?» avait demandé le commissaire Mercier à Sophie. « Je ne sais pas », avait répondu Sophie, les larmes aux yeux. Céline était quelqu'un de loyal, de responsable. Elle n'aurait jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Mais elle était aussi quelqu'un qui rêvait d'autre chose que cette vie toute tracée. Si elle est partie, ce serait tellement contraire à sa personnalité que j'ai du mal à y croire. Mais en même temps, qui d'autre aurait pu l'emmener sans qu'elle crie, sans qu'elle résiste? Cette question hantait l'enquête. Aucun signe de lutte, aucun témoin d'enlèvement, aucune demande de rançon. Si Céline était partie de son plein gré, elle avait disparu sans un sou, sans papier d'identité. Tout était resté dans son sac à main dans la salle des fêtes, et dans une robe de mariée qui la rendait visible de loin. Les médias s'étaient emparés de l'affaire dès le lundi 17 juin. La mariée disparue d'Annecy faisait la une du Dauphiné libéré. Les journaux nationaux avaient repris l'histoire. La photo de Céline en robe de mariée, prise quelques heures avant sa disparition, était diffusée partout. France Soir titrait « Mystère dans les Alpes. Une jeune mariée s'évapore le soir de ses noces ». La couverture médiatique avait généré des dizaines de témoignages. Des gens affirmaient avoir vu une femme en blanc le long de routes de montagne. D'autres juraient l'avoir aperçue dans des gares. Chaque piste était vérifiée, chaque signalement suivi. Tous menaient à des impasses, des femmes en vêtements clairs, des erreurs d'identification, des affabulations de personnes cherchant leur moment de gloire. Un mois après la disparition, en juillet 1985, l'enquête commençait à tourner en rond. Le commissaire Mercier devait admettre qu'il n'avait aucune piste concrète. C'est comme si elle s'était volatilisée, avait-il dit lors d'une conférence de presse. Nous continuons d'explorer toutes les possibilités, mais je dois être honnête. Sans éléments nouveaux, nous sommes dans une impasse. Pour les familles, commençait le cauchemar de l'incertitude prolongée. Marc, qui avait dû annuler le voyage de noces et renoncer à l'appartement qu'ils devaient louer ensemble, vivait chez ses parents dans un état de prostration. Il continuait à aller travailler, par automatisme plus que par volonté. Ses collègues le décrivaient comme un fantôme, présent physiquement mais absent mentalement. Hélène avait sombré dans une dépression sévère. Elle avait pris un congé de son poste d'enseignante.
Elle passait ses journées dans la chambre de Céline, entourée des affaires de sa fille, attendant un coup de téléphone qui n'arrivait jamais. La robe de mariée, qui devait être nettoyée et conservée comme un trésor familial, était devenue une absence douloureuse, disparue avec Céline. Robert essayait de maintenir une façade de normalité, continuant à diriger son entreprise, mais ses employés voyaient bien que quelque chose s'était brisé en lui. L'homme rigoureux et confiant était devenu hésitant, distrait. Il avait engagé un détective privé à ses frais, un ancien policier de Grenoble, nommé Christophe Blanc, mais même ce professionnel expérimenté n'avait rien trouvé de nouveau. Sophie continuait sa vie, mais avec un poids constant sur la conscience. Aurait-elle dû remarquer quelque chose? Aurait-elle dû insister plus quand Céline exprimait ses doutes? Elle s'en voulait de ne pas avoir été plus attentive, plus présente. Chaque fois qu'elle voyait une femme brune de loin, son cœur s'arrêtait une seconde, espérant que ce soit Céline. L'affaire avait été officiellement classée comme disparition inquiétante, après 6 mois sans développement. Le dossier restait ouvert, mais les recherches actives avaient cessé. Il n'y avait nulle part où chercher, rien à fouiller qui ne l'ait déjà été. La police continuait de recevoir des signalements occasionnels, mais ils se raréfiaient. La première année s'était écoulée dans cette attente paralysante. Marc, poussé par sa famille et ses amis, avait fini par accepter que Céline ne reviendrait peut-être jamais. Il avait commencé à voir un psychologue. « Vous devez faire votre deuil », lui disait le thérapeute. « Même sans corps, même sans certitude, vous devez trouver un moyen d'avancer. Mais comment faire le deuil de quelqu'un qui n'est officiellement ni mort ni vivant? Comment tourner la page quand chaque sonnerie de téléphone, chaque coup à la porte pourrait être elle? Les années passaient. 1986, 87, 88. Le cas de la mariée disparue d'Annecy devenait une légende locale, une histoire qu'on racontait aux nouveaux habitants, une énigme qu'on évoquait lors des dîners. Vous vous souvenez de cette jeune femme qui a disparu le soir de son mariage? Certains élaboraient des théories. Elle avait été enlevée par un admirateur secret. Elle était tombée dans le lac et n'avait jamais été retrouvée. Elle avait rejoint une secte. D'autres préféraient l'explication romantique. Elle avait fui une vie qu'elle ne voulait pas. Elle vivait quelque part sous une nouvelle identité. Elle avait choisi la liberté. Marc s'était finalement remarié en 1991, 6 ans après la disparition. Une collègue de travail, douce et compréhensive, qui acceptait son passé sans le juger. Ils avaient eu un fils en 1992. La vie continuait comme elle continue toujours, même après les tragédies. Robert était décédé d'un cancer du pancréas en 1995, à 63 ans. Certains disaient que le chagrin avait accéléré sa maladie. Il avait emporté avec lui l'espoir de revoir sa fille un jour. Hélène, restée veuve, s'était lentement reconstruite, trouvant du réconfort dans l'enseignement et dans ses petits-neveux. Sophie s'était mariée en 1989 et avait déménagé à Lyon pour suivre son mari muté là-bas. Mais elle revenait régulièrement à Annecy, et chaque fois, elle pensait à Céline. Elle était devenue professeure de littérature, comme Céline l'avait toujours voulu faire. En 2000, 15 ans après la disparition, l'affaire était pratiquement oubliée du grand public. Les dossiers dormaient dans les archives du commissariat. Les personnes qui avaient connu Céline vieillissaient, se dispersaient, mouraient. La vie à Annecy continuait, avec ses nouveaux scandales, ses nouveaux drames, ses nouvelles histoires. Mais dans un placard poussiéreux d'un appartement de Crangevrier, une femme d'une 50aine d'années nommée Gisèle Arnaud faisait du tri. Gisèle tenait une brocante dans le centre-ville d'Annecy depuis 20 ans. Son appartement débordait d'objets récupérés au fil du temps, meubles, vêtements, bibelots. Elle devait faire de la place. Parmi les cartons qu'elle examinait ce jour de mars 2000, il y en avait un qu'elle avait reçu en 1989 d'une cliente âgée qui déménageait en maison de retraite. Le carton était resté scellé pendant 11 ans, son contenu jamais vérifié. Quand Gisèle l'ouvrit enfin, elle découvrit principalement des vêtements des années 60 et 70. Et au fond, soigneusement pliés dans du papier de soie jauni,
Une robe de mariée. Gisèle l'avait sortie avec précaution. Le satin avait légèrement jauni par endroits, mais la qualité du travail était extraordinaire. Les perles brodées à la main formaient des motifs floraux d'une délicatesse incroyable. C'était clairement une pièce unique, faite avec amour et compétence. Elle avait décidé de l'exposer dans sa boutique. Les robes vintage connaissaient un regain d'intérêt au début des années 2000. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette robe allait rouvrir un dossier vieux de 19 ans et révéler une vérité que personne n'avait imaginée. Le mercredi 10 mars 2004, la brocante de Gisèle Arnaud sur la rue Sainte-Claire était modérément fréquentée. La boutique, coincée entre une librairie d'occasion et un magasin de jouets anciens, attirait principalement des collectionneurs, des décorateurs d'intérieur et des nostalgiques à la recherche de pièces rétro. Gisèle avait disposé la robe de mariée sur un mannequin près de la vitrine, où la lumière naturelle faisait briller les perles. Plusieurs clientes l'avaient remarquée dans la matinée. Une jeune femme préparant son mariage l'avait examinée, impressionnée par le travail artisanal. Mais la taille ne convenait pas. Une styliste l'avait photographiée pour inspiration. Personne n'avait fait le lien avec quoi que ce soit de particulier. Vers 14h30, Sophie Colbert était entrée dans la boutique. Elle habitait maintenant Lyon, mais visitait Annecy pour le week-end, rendant visite à sa mère qui vivait toujours là. Elle aimait flâner dans les boutiques du centre historique, et la brocante était une de ses haltes favorites. Elle cherchait une lampe vintage pour son bureau. Sophie parcourait les étagères quand son regard avait été attiré par la robe près de la vitrine. Quelque chose dans les motifs des perles lui semblait étrangement familier. Elle s'était approchée, intriguée. Plus elle regardait, plus un malaise grandissait en elle. Ces fleurs brodées, ces volutes de perles, ce style particulier. Son cœur s'était mis à battre violemment. Non, ce n'était pas possible, mais elle connaissait ce travail. Elle l'avait vu de près, elle avait aidé Céline à enfiler cette robe. Elle se souvenait de chaque détail, parce qu'elle avait passé des heures à l'admirer le jour du mariage. Les perles formant des iris, la fleur préférée de la grand-mère de Céline, la façon dont le corsage était structuré. Le petit défaut dans la couture au niveau de la hanche gauche, une imperfection que la couturière n'avait jamais réussi à corriger totalement. Sophie avait touché le tissu avec des mains tremblantes. À l'intérieur du corsage, cousu discrètement, elle savait qu'il devait y avoir une étiquette. Elle l'avait cherchée, le cœur battant, et elle était là, brodée à la main en fil bleu pâle. Pour ma petite Hélène, avec tout mon amour, maman, 1962. Marguerite, la grand-mère de Céline, avait brodé cette dédicace pour sa fille, et la robe avait ensuite été terminée pour Céline. C'était impossible à confondre. C'était la robe. La robe que Céline portait quand elle avait disparu le 15 juin 1985. Sophie avait dû s'asseoir. Gisèle, voyant le malaise de sa cliente, s'était approchée. « Ça va, madame ? Vous voulez un verre d'eau ?» Cette robe avait réussi à articuler Sophie. D'où vient-elle? C'est une belle pièce, n'est-ce pas? Travail artisanal des années 60, je dirais. Je l'ai eue dans un lot il y a longtemps. Quand exactement? C'est très important. Gisèle, surprise par l'urgence dans la voix de Sophie, était allée chercher son registre. Voyons, je crois que c'est un carton que j'ai récupéré en 1989. Oui, voilà, juin 1989. Une dame qui partait en maison de retraite, Madame Jeanne Garnier, elle habitait avenue de Genève. Vous avez son adresse? Je crois, oui, mais pourquoi? Sophie avait sorti son téléphone portable. La technologie commençait à se démocratiser en 2004. Il faut que j'appelle la police. Cette robe, elle appartient à une femme qui a disparu il y a 19 ans. C'est la robe de Céline Lavigne. Le nom n'avait d'abord rien évoqué à Gisèle, puis, progressivement, le souvenir était remonté. La mariée disparue. L'affaire qui avait fait la une 15 ans plus tôt. Mon Dieu, avait-elle murmuré. 2 heures plus tard, le commissariat d'Annecy était en effervescence. L'appel de Sophie avait été pris au sérieux. Elle s'était identifiée comme la meilleure amie de la disparue et témoin clé dans l'affaire originale.
Le commissaire Mercier, maintenant âgé de 62 ans et proche de la retraite, avait été appelé. Il se souvenait parfaitement de l'affaire Lavigne. C'était un de ces cas qui hantent une carrière. Sophie avait été escortée au commissariat avec la robe, que Gisèle avait accepté de confier à la police. Dans une salle d'interrogatoire, Sophie avait raconté comment elle avait reconnu la robe, expliqué les détails uniques qui prouvaient son authenticité. L'étiquette brodée à la main avait été photographiée. « Vous êtes absolument certaine que c'est la même robe ?» avait demandé Mercier. « Absolument. J'ai aidé Céline à l'enfiler le jour de son mariage. J'ai passé des heures à la regarder. Cette broderie, ces perles, ce défaut de couture, c'est impossible que ce soit une autre robe. » Les anciennes photos du mariage avaient été sorties des archives. Comparées avec la robe physique, aucun doute n'était possible. C'était bien le vêtement que portait Céline Lavigne le soir de sa disparition. La question immédiate était: comment cette robe avait-elle pu se retrouver dans les affaires d'une femme nommée Jeanne Garnier? Les archives de l'enquête originale avaient été dépoussiérées. Le nom de Jeanne Garnier n'apparaissait nulle part. Elle n'avait jamais été interrogée. Elle n'était pas sur la liste des invités au mariage, aucun lien apparent avec Céline ou sa famille. Mercier avait immédiatement ordonné des vérifications. Jeanne Garnier, née en 1923, était décédée en 1996 dans une maison de retraite à Annecy-le-Vieux. Elle avait vécu avenue de Genève de 1950 jusqu'à son départ en établissement en juin 1989. Veuve sans enfant, elle avait mené une vie discrète comme employée administrative dans une entreprise textile. L'appartement qu'elle occupait avait été reloué après son départ. Les actuels occupants, un jeune couple, n'avaient jamais entendu parler d'elle. Mais la concierge de l'immeuble, présente depuis 1975, se souvenait de Madame Garnier. « Une femme très réservée », avait-elle dit aux enquêteurs. « Toujours seule. Je ne lui connaissais pas de famille, pas d'amis qui lui rendaient visite. Vous rappelez-vous quelque chose d'inhabituel à son sujet ? Particulièrement en juin 1985 ?» La concierge avait réfléchi longuement. « Juin 85, c'était il y a si longtemps. Attendez, je me souviens qu'elle était partie quelques semaines cet été-là. Elle m'avait demandé de relever son courrier. Elle allait voir sa sœur dans le Jura, je crois. » Sa sœur ? Elle avait de la famille? Apparemment oui, mais je ne l'ai jamais vue. Les recherches généalogiques avaient révélé que Jeanne Garnier avait effectivement une demi-sœur, morte en 1982. Pas d'autre famille connue. L'explication d'un voyage devenait moins claire. L'appartement où Jeanne avait vécu était situé au 3e étage d'un immeuble des années 50. Avenue de Genève était une rue résidentielle calme, à environ 2 kilomètres de la salle des fêtes, où avait eu lieu le mariage de Céline. Une distance facilement couvrable à pied en 25 minutes, même en robe de mariée, si on évitait les rues principales. Le commissaire Mercier sentait qu'il touchait quelque chose d'important. La robe n'était pas arrivée chez Jeanne Garnier par hasard. Mais comment? Et surtout, pourquoi Hélène Lavigne, maintenant âgée de 64 ans, avait été informée de la découverte. Quand elle avait vu la robe, elle s'était effondrée en larmes. « C'est celle de ma mère », avait-elle sangloté. « C'est celle que portait Céline. Mon Dieu, qu'est-ce que ça signifie ?» Marc, maintenant marié avec 2 enfants, avait également été contacté. La nouvelle l'avait bouleversé. Après 19 ans, l'affaire ressurgissait. Toutes les blessures jamais vraiment cicatrisées se rouvraient. Sophie, assise chez sa mère ce soir-là, ne parvenait pas à dormir. Elle repensait à ce que cette découverte impliquait. Si la robe était chez Jeanne Garnier, cela signifiait que Céline y était allée, volontairement ou non. Et qu'était-il arrivé ensuite? Les questions se multipliaient, mais une chose était certaine. Après 19 années de silence, l'affaire de la mariée disparue d'Annecy venait de prendre un tournant inattendu. Le lendemain de la découverte de la robe, le jeudi 11 mars 2004, une équipe d'enquêteurs s'était présentée à l'immeuble de l'avenue de Genève. L'appartement de Jeanne Garnier était occupé depuis 15 ans par un couple de retraités.
Ils avaient accepté que la police examine les lieux, bien qu'ils ne comprennent pas vraiment le rapport avec une disparition vieille de presque 20 ans. L'appartement avait été entièrement refait après le départ de Jeanne. Nouveau papier peint, nouvelle cuisine, nouvelle salle de bain, aucune trace de l'ancienne occupante. Les enquêteurs avaient tout de même inspecté chaque recoin, cherchant un indice, un élément qui aurait pu être oublié lors des rénovations. Le grenier de l'immeuble avait également été fouillé. Rien de significatif. La piste semblait s'arrêter là. Jeanne Garnier était morte depuis 8 ans. Son appartement ne contenait plus rien de son époque. Les voisins qui l'avaient connue étaient rares. La plupart avaient déménagé ou étaient décédés. Mais le commissaire Mercier, qui avait vécu avec l'échec de cette enquête pendant 19 ans, n'était pas prêt à abandonner si facilement. Il avait demandé à son équipe de reconstituer la vie de Jeanne Garnier avec le maximum de détails. Qui était cette femme? Où travaillait-elle? Qui connaissait-elle? Les archives de l'entreprise textile, où Jeanne avait travaillé pendant 35 ans, avaient été examinées. Elle avait été une employée modèle, ponctuelle, efficace, sans histoire, jamais d'absence injustifiée, jamais de problème disciplinaire. À sa retraite en 1983, elle avait reçu une médaille du travail. Une vie sans éclat, sans relief. Quelqu'un doit bien l'avoir connue, avait insisté Mercier. On ne vit pas 73 ans sans laisser de traces dans la vie de quelques personnes. C'est un jeune enquêteur nommé Thomas Ayot qui avait eu l'idée de vérifier les archives de la maison de retraite où Jeanne était morte. Peut-être y avait-il là-bas des informations, des effets personnels, quelque chose qui pourrait éclairer sa personnalité. La maison de retraite, les Jardins du Lac, à Annecy-le-Vieux, avait conservé un dossier administratif minimal sur Jeanne Garnier. Elle y était entrée en juin 1989 et y était décédée en novembre 1996 d'une pneumonie. 7 ans passés dans l'établissement. Le personnel de l'époque était en grande partie parti ou retraité, mais une aide-soignante qui y travaillait depuis 1985 se souvenait d'elle. Madame Garnier était très calme, avait raconté Françoise Dumont, l'aide-soignante, maintenant âgée de 57 ans. Elle ne se plaignait jamais. Elle passait beaucoup de temps à lire. Elle n'avait jamais de visite. Je me souviens qu'elle gardait une petite boîte en bois dans sa table de nuit. Elle la tenait serrée contre elle parfois, comme si c'était son trésor. Savez-vous ce qu'elle est devenue, cette boîte? Après son décès, ses affaires ont été entreposées pendant 1 an selon la procédure. Comme personne ne s'est manifesté pour les récupérer, tout a été soit donné à des associations, soit jeté. Une impasse de plus. Mais Mercier avait insisté. Vous souvenez-vous de quelque chose de particulier dans cette boîte? L'avez-vous déjà vue ouverte? Françoise avait réfléchi. Une fois, oui, j'aidais Madame Garnier à ranger sa chambre. La boîte était ouverte sur le lit. J'ai aperçu des photos dedans. Et des lettres, je crois. Elle l'a refermée très vite quand elle a vu que je regardais. Des photos de qui? Je n'ai pas vraiment vu, mais je me souviens d'avoir pensé qu'il y avait une photo d'une très jolie jeune femme. En blanc, peut-être une mariée. Le silence qui avait suivi cette révélation dans la salle d'interrogatoire était lourd. Une photo d'une mariée. Dans les affaires de la femme qui possédait la robe de Céline, c'est tout ce dont vous vous souvenez? Avait demandé Mercier, contenant son excitation. Attendez, il y avait aussi quelque chose que Madame Garnier disait parfois, surtout vers la fin quand elle commençait à perdre un peu la tête. Elle murmurait un prénom, Céline. Elle disait « Pardon Céline » ou « Pauvre Céline ». Sur le moment, je pensais qu'elle parlait d'une connaissance morte, ou peut-être qu'elle confondait avec quelqu'un d'autre. Mercier avait senti l'adrénaline monter. Jeanne Garnier connaissait Céline. Elle s'excusait auprès d'elle. Mais quel était le lien entre ces deux femmes? Les recherches avaient été intensifiées. Chaque document concernant Jeanne Garnier avait été examiné. Son acte de naissance, son livret de famille, ses fiches d'imposition, ses relevés bancaires archivés. Et c'est dans ces relevés bancaires qu'un détail avait émergé. En juin 1985, Jeanne avait retiré une somme importante, 10 000 francs, de son compte épargne. Pour une femme de revenus modestes qui ne dépensait jamais beaucoup, c'était une anomalie significative.
Les retraits suivants avaient repris un rythme normal, 10 000 francs, retirés exactement 2 semaines après la disparition de Céline. Elle a payé quelque chose ou quelqu'un, avait dit Mercier à son équipe, ou elle a donné cet argent. Mais pourquoi? Sophie avait été convoquée à nouveau. On lui avait montré une photo de Jeanne Garnier prise dans les années 80. Vous reconnaissez cette femme? Céline vous a-t-elle jamais parlé d'elle? Sophie avait étudié le visage attentivement. Une femme d'une 60aine d'années, au visage ordinaire, aux cheveux gris tirés en chignon. Non, je ne la reconnais pas. Céline ne m'a jamais parlé de quelqu'un correspondant à cette description. Marc avait été interrogé de la même façon. Même réponse négative. Hélène également. Personne ne connaissait Jeanne Garnier. C'est alors qu'un détail dans le dossier administratif de Jeanne avait attiré l'attention de Thomas Haylo. Dans la section contact d'urgence, remplie lors de son entrée en maison de retraite, Jeanne avait indiqué « Aucun contact familial. En cas d'urgence, contactez mon notaire, maître François Perrin, Annecy. » Maître Perrin avait pris sa retraite en 1998 et était décédé en 2002. Mais son étude existait toujours, reprise par son associé. Les archives avaient été conservées. Le vendredi 12 mars, les enquêteurs s'étaient rendus à l'étude notariale rue Royale. Après vérification des autorisations légales nécessaires, les dossiers de Jeanne Garnier avaient été exhumés. Il y avait un testament, daté de 1989, juste avant son entrée en maison de retraite. Jeanne léguait ses maigres économies à une association d'aide aux femmes en difficulté. Mais il y avait autre chose. Une enveloppe scellée, déposée chez le notaire en juin 1985, avec des instructions spécifiques, à n'ouvrir qu'en cas d'enquête officielle concernant les événements de juin 1985 ou 30 ans après mon décès. Jeanne était morte en 1996. 30 ans après sa mort aurait été en 2026. Mais l'enquête officielle concernant juin 1985 venait de reprendre en mars 2004. Les conditions étaient remplies. Le notaire actuel, après consultation avec la police et le procureur, avait autorisé l'ouverture de l'enveloppe en présence du commissaire Mercier, de Thomas Haylo et d'un huissier. À l'intérieur, il y avait 3 lettres manuscrites. La première adressée à qui de droit, la seconde à la famille Lavigne, et la troisième, simplement marquée Céline. Mercier avait ouvert la première lettre avec des mains tremblantes. L'écriture était soignée, légèrement tremblante, celle d'une personne âgée écrivant avec application, la date en haut, 28 juin 1985. Si vous lisez ceci, c'est que la vérité doit enfin être dite. Mon nom est Jeanne Garnier et je suis responsable de ce qui est arrivé à Céline Lavigne le 15 juin 1985. Pas de la façon dont tout le monde le pense. Je ne lui ai fait aucun mal. Mais j'ai gardé un secret qui a causé une douleur immense à sa famille et pour cela, je demande pardon. Céline est venue chez moi cette nuit-là de son plein gré. Elle a frappé à ma porte vers 23h45, en pleurs, désespérée. Elle m'a supplié de l'aider. Je ne la connaissais pas personnellement, mais elle savait qui j'étais parce que sa grand-mère, Marguerite Beaumont, que j'ai connue il y a très longtemps, lui avait parlé de moi. Marguerite et moi étions amis dans les années 50, avant son mariage. Nous nous étions perdus de vue quand elle a épousé Monsieur Beaumont et déménagé. Mais elle avait gardé mon adresse, et apparemment, elle en avait parlé à Céline à un moment donné. Ce soir-là, Céline m'a dit qu'elle ne pouvait pas se marier, qu'elle s'était sentie piégée dans une vie qu'elle n'avait jamais vraiment choisie, que plus la soirée avançait, plus elle réalisait qu'elle faisait une terrible erreur. Mais elle ne pouvait pas simplement annuler au dernier moment. Trop de gens, trop d'attentes, trop de déceptions qu'elle infligerait. Elle m'a demandé de l'aider à disparaître. Juste quelques jours, disait-elle. Le temps de réfléchir, de respirer, de comprendre ce qu'elle voulait vraiment. Mercier avait fait une pause dans sa lecture, laissant l'information pénétrer. Céline était partie volontairement. Elle avait choisi de fuir. Il avait continué. « Je sais que j'aurais dû refuser, appeler ses parents, appeler la police.
Mais quand j'ai vu cette jeune femme terrifiée sur le pas de ma porte, j'ai repensé à ma propre vie, à mon mariage raté dans les années 40, à toutes les fois où j'aurais voulu avoir le courage de partir, mais où je suis resté par devoir, par honte, par peur du qu'en dira-t-on. J'ai vécu une vie qui n'était pas la mienne parce que je n'ai jamais osé dire non. Alors j'ai aidé Céline. Je l'ai fait entrer, je lui ai donné des vêtements civils, une de mes robes, un manteau. Elle a changé dans ma salle de bain. Elle m'a laissé sa robe de mariée, me disant qu'elle ne voulait plus jamais la voir. Elle est restée chez moi cette nuit-là. Le lendemain matin, je lui ai donné 10 000 francs, toutes mes économies, pour qu'elle puisse démarrer une nouvelle vie ailleurs. Je lui ai dit qu'elle devait réfléchir sérieusement, que sa famille la chercherait, que ce serait terrible pour eux. Elle m'a juré qu'elle leur écrirait une fois qu'elle serait installée quelque part, qu'elle leur expliquerait. Le dimanche 17 juin au matin, Céline est partie. Je l'ai conduite en voiture jusqu'à la gare de Lyon. Nous sommes partis très tôt pour éviter d'être vus. Elle portait mes vêtements, avait mes lunettes de soleil. Elle ressemblait à n'importe quelle jeune femme ordinaire. Sur le quai, avant qu'elle monte dans le train, elle m'a embrassé et m'a dit « Merci de m'avoir donné le courage d'exister ». C'est la dernière fois que je l'ai vue. J'ai attendu qu'elle m'écrive, qu'elle me donne de ses nouvelles. Rien. J'ai attendu qu'elle contacte sa famille, comme elle l'avait promis. Apparemment, elle ne l'a jamais fait. Les semaines sont devenues des mois, les mois des années. J'ai gardé sa robe, espérant qu'un jour, elle reviendrait la chercher, qu'elle reviendrait me dire qu'elle allait bien. Mais elle n'est jamais revenue, et je n'ai jamais parlé. Par lâcheté, par peur d'être accusé de complicité, par honte d'avoir facilité une disparition qui a causé tant de souffrance. Chaque jour, je pensais à parler. Chaque jour, je me trouvais une excuse pour garder le silence encore un peu. Je ne sais pas ce qu'est devenue Céline. J'espère qu'elle a trouvé le bonheur qu'elle cherchait. J'espère qu'elle a vécu la vie qu'elle voulait. Mais je porterai jusqu'à ma mort le poids d'avoir gardé ce secret. Si sa famille lit ceci, je suis profondément désolé. Votre fille, votre épouse, votre amie n'a pas été enlevée. Elle n'a pas eu d'accident. Elle a choisi de partir parce qu'elle étouffait. Je ne dis pas que son choix était bon, mais c'était le sien. Et j'ai choisi de l'aider parce que je croyais en son droit de choisir sa propre vie. Pardonnez-moi. Le silence dans le bureau du notaire était absolu. 24 ans après avoir écrit ces mots, 19 ans après la disparition, 8 ans après sa mort, Jeanne Garnier venait de révéler la vérité. Céline Lavigne était partie volontairement. Elle n'avait pas été enlevée. Elle n'était pas morte. Du moins, pas cette nuit-là. Elle avait simplement fui une vie qu'elle ne voulait pas. La question immédiate était, où était-elle maintenant? Vivait-elle quelque part sous un nouveau nom? Ou était-elle morte depuis d'autres circonstances, sans que personne ne fasse jamais le lien avec la mariée disparue d'Annecy? La révélation contenue dans la lettre de Jeanne Garnier avait eu l'effet d'une bombe. Le commissaire Mercier avait immédiatement convoqué une réunion d'urgence avec le procureur de la République. Les implications légales et humaines de cette affaire étaient colossales. La priorité était d'informer la famille. Le lundi 15 mars 2004, exactement 19 ans, jour pour jour, après le mariage manqué, Mercier s'était rendu chez Hélène Lavigne. Il avait apporté les 3 lettres. Il savait que cette conversation serait une des plus difficiles de sa carrière. Hélène, maintenant âgée de 64 ans, vivait toujours dans la maison familiale de Crangevrier. Quand elle avait ouvert la porte et vu le commissaire, son visage s'était décomposé. « Vous l'avez trouvée? Elle est morte ?»« Madame Lavigne, je dois vous parler. Ce que j'ai à vous dire va être très difficile à entendre, mais vous méritez de connaître la vérité. » Assis dans le salon où les photos de Céline enfant ornaient encore les murs, Mercier avait raconté la découverte de la robe, l'enquête sur Jeanne Garnier et finalement le contenu de la lettre. Il avait lu le texte à haute voix, respectant chaque mot que Jeanne avait écrit. Hélène avait écouté dans un silence absolu. Quand Mercier avait terminé, elle était restée immobile pendant ce qui avait semblé une éternité. Puis, d'une voix blanche, « Elle est partie. Elle a choisi de partir. Elle nous a abandonnés. Nous ne savons pas ce qui s'est passé ensuite, » avait dit doucement Mercier. Jeanne Garnier ne l'a plus jamais revue après la gare de Lyon.
Elle a choisi. Elle a choisi de nous faire croire qu'elle était morte, qu'elle avait été enlevée, assassinée. Pendant 19 ans, j'ai vécu avec l'horreur de ne pas savoir. Et c'était un choix, son choix. La douleur dans la voix de Hélène était déchirante. Ce n'était plus le chagrin d'une perte, mais la blessure d'une trahison. Il y a 2 autres lettres, avait dit Mercier. Une pour vous, et une pour Céline elle-même, au cas où elle reviendrait un jour. La lettre adressée à la famille Lavigne contenait des excuses plus détaillées de Jeanne, mais aussi une révélation supplémentaire. Marguerite, la grand-mère de Céline, avait confié à Jeanne dans les années 70 qu'elle regrettait d'avoir tant insisté pour le mariage de sa fille Hélène avec Robert. Elle m'a dit qu'elle avait compris trop tard qu'Hélène s'était sentie obligée d'accepter ce mariage, écrivait Jeanne, que sa fille aurait peut-être voulu une autre vie. Marguerite m'a fait promettre que si jamais sa petite-fille Céline se sentait piégée un jour, je l'aiderais à avoir le choix que Hélène n'avait pas eu. C'était comme une malédiction générationnelle. La grand-mère qui regrettait d'avoir poussé sa fille vers un mariage qu'elle n'avait pas vraiment voulu. La mère qui, sans le savoir, répétait le même schéma avec sa fille. Et la petite fille qui finalement rompait le cycle de la façon la plus dramatique possible. Hélène avait pleuré en lisant cela, des pleurs de rage, de douleur, de compréhension tardive. « Je ne savais pas », avait-elle sangloté. « Je pensais que j'organisais le plus beau jour de sa vie. Je voulais qu'elle soit heureuse. Comment ai-je pu ne rien voir ?» Sophie avait été contactée le même jour. Sa réaction avait été différente. Un mélange de soulagement et de culpabilité. « Je savais, » avait-elle dit. « Je savais qu'elle avait des doutes. J'aurais dû faire plus. J'aurais dû l'aider à parler à ses parents, à Marc, à trouver une autre solution que de disparaître. » Marc, informé à son tour, était resté silencieux longtemps après avoir entendu la nouvelle. Puis il avait simplement dit « Je ne l'ai jamais vraiment connue, n'est-ce pas ? J'aimais l'idée que je me faisais d'elle, mais je ne savais pas qui elle était vraiment. » L'enquête était maintenant orientée vers une question. Céline Lavigne était-elle encore en vie quelque part? Les registres de décès avaient été vérifiés dans toute la France. Aucune Céline Lavigne n'était morte depuis juin 1985, mais elle pouvait avoir changé de nom, utilisé une fausse identité. Les gares de toute la France avaient été contactés avec des photos de Céline de 1985. Quelqu'un se souvenait-il d'une jeune femme correspondant à cette description arrivant seule, semblant perdue ou effrayée, autour du 17 juin 1985? Les réponses avaient été décevantes. 19 ans étaient trop longs. Les employés de l'époque étaient partis, retraités, décédés. Les systèmes de surveillance vidéo n'existaient pas à cette époque de façon généralisée. Un appel à témoins avait été lancé dans les médias nationaux. « Céline Lavigne, si vous êtes en vie, si vous entendez ceci, votre famille veut savoir que vous allez bien. Personne ne vous reproche votre choix de partir. Mais s'il vous plaît, donnez-leur la paix de savoir ce qu'il vous est arrivé. » Les jours passaient sans réponse. Des dizaines de personnes appelaient, affirmant avoir vu Céline à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à l'étranger. Chaque piste était vérifiée. Toutes menaient à des impasses. C'est Sophie qui avait eu l'idée d'examiner la 3e lettre, celle adressée à Céline. Peut-être que Jeanne lui a écrit quelque chose qui pourrait nous donner un indice sur ses intentions, avait-elle suggéré. La lettre avait été ouverte avec l'autorisation de la famille. C'était un texte court, mais poignant. « Chère Céline, si tu lis ceci, c'est que tu es revenue ou que quelqu'un cherche à savoir ce qui t'est arrivé. J'espère de tout mon cœur que tu es vivante, que tu es heureuse, que tu as trouvé la vie que tu cherchais. Je veux que tu saches que je ne t'ai jamais jugé pour ton choix. Partir était courageux, même si cela a causé de la douleur. Rester dans une vie qu'on ne veut pas, c'est mourir à petit feu. Mais j'espère aussi que tu as trouvé le courage de contacter ta famille. Ils méritent de savoir que tu vas bien. Le silence est parfois plus cruel que la vérité. Si tu es perdu, si tu as peur, si tu ne sais pas comment revenir ou comment t'expliquer, sache que l'amour d'une famille peut survivre à beaucoup de choses. Le temps guérit.
Le pardon existe. Et si tu as construit une nouvelle vie et que tu ne veux pas revenir, c'est ton droit. Mais peut-être pourrais-tu au moins leur faire savoir, anonymement si nécessaire, que tu es en vie et en sécurité. Juste ça. Juste pour qu'ils puissent dormir la nuit. Je serai probablement morte quand tu liras ceci. Mais où que tu sois, qui que tu sois devenu, je pense à toi. Et je garde ta robe, au cas où tu voudrais la récupérer un jour. Avec toute mon affection, Jeanne. Sophie avait pleuré en lisant ces mots. La compassion de Jeanne, malgré tout, était palpable. Elle n'était pas un monstre qui avait facilité une disparition par malveillance. C'était une femme seule qui avait voulu offrir à une autre femme le choix qu'elle-même n'avait pas eu. Mais la lettre ne contenait aucun indice sur où Céline avait pu aller. Lyon était une grande gare de correspondance. De là, elle aurait pu prendre un train pour Paris, Marseille, l'Italie, l'Espagne, n'importe où. 3 semaines après la découverte de la robe, l'enquête semblait à nouveau dans une impasse. Il savait maintenant comment Céline avait disparu et pourquoi, mais il ne savait toujours pas ce qu'elle était devenue. Puis, le mardi 6 avril 2004, un appel était arrivé au commissariat d'Annecy. Une femme, refusant de donner son nom, demandait à parler au commissaire Mercier à propos de l'affaire Céline Lavigne. « Je préfère ne pas m'identifier », avait dit la voix au téléphone. « Mais je crois savoir quelque chose qui pourrait vous aider. Céline Lavigne, je l'ai connue. Enfin, je crois. Elle ne s'appelait pas comme ça quand je l'ai rencontrée. » Mercier avait fait signe à son équipe de tracer l'appel. « Je vous écoute. Où et quand l'avez-vous connue ? » « À Montpellier. En 1986. Elle travaillait dans une librairie du centre-ville. Elle s'appelait Anne Martin. Mais j'ai vu ses photos dans les journaux maintenant, et je suis presque certaine que c'était elle. Elle était différente, cheveux courts, lunettes, plus mince, mais le visage, c'était elle. Vous étiez proche d'elle ? Nous travaillions ensemble. Nous sommes devenus amis. Elle était discrète, ne parlait jamais de sa vie d'avant. Elle disait qu'elle avait rompu avec sa famille, qu'elle voulait recommencer à zéro. Je n'ai jamais posé de questions. Beaucoup de gens à Montpellier viennent pour recommencer leur vie. Savez-vous ce qu'elle est devenue ? Un silence. Puis, elle est morte. En 1988. Un cancer foudroyant. Lymphome. Elle n'avait que 25 ans. Elle a été enterrée sous le nom d'Anne Martin au cimetière Saint-Lazare de Montpellier. Le cœur de Mercier s'était serré. Après tout cela, cette fin. Vous en êtes sûr ? J'étais là. J'étais à son enterrement. Il n'y avait que quelques collègues de la librairie. Personne d'autre. Pas de famille. C'était terriblement triste. Avant de mourir, elle m'a donné une lettre en me disant « Si un jour quelqu'un pose des questions sur moi, si ma famille me cherche, donne-leur ceci. » J'ai gardé cette lettre pendant 16 ans. Je l'ai toujours. Madame, il est crucial que nous récupérions cette lettre. Pouvez-vous nous la faire parvenir ? Je vais vous l'envoyer. Mais s'il vous plaît, ne cherchez pas à savoir qui je suis. Je veux juste que sa famille sache la vérité. C'est ce qu'elle aurait voulu. L'appel s'était terminé. La trace avait montré qu'il provenait d'une cabine téléphonique à Montpellier. Impossible à remonter. 3 jours plus tard, une enveloppe était arrivée au commissariat par courrier recommandé. À l'intérieur, une lettre de 8 pages, écrite de la main de Céline, datée de mars 1988. C'était son testament émotionnel, son explication, ses regrets, son histoire des 3 années qu'elle avait vécues loin d'Annecy. La lettre de Céline commençait ainsi. « Si vous lisez ceci, c'est que je suis morte et que ma famille a finalement découvert ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas combien de temps se sera écoulé depuis ma disparition le 15 juin 1985. Des mois, des années, une vie entière. Je m'appelle Céline Lavigne, ou plutôt je m'appelais. Pendant les 3 dernières années, j'ai été Anne Martin, une femme sans passé, sans famille, sans histoire. C'était plus facile que d'être moi-même. Je vais mourir bientôt. Le cancer qui me ronge ne me laisse que quelques semaines, peut-être quelques jours. Les médecins parlent de traitement, de chimiothérapie, mais je sais que c'est trop tard. Mon corps abandonne, comme j'ai abandonné ma vie d'avant. Je veux que ma famille sache. Pas pour me faire pardonner. Ce que j'ai fait est impardonnable.
mais pour qu'ils comprennent, pour qu'ils cessent de se demander, pour qu'ils puissent enfin avoir la paix. Hélène avait lu ses premiers mots avec des mains tremblantes. Sa fille, sa Céline, morte depuis 16 ans déjà sans qu'elle le sache. La lettre continuait, racontant cette nuit de juin 1985, avec un luxe de détails que seule Céline pouvait connaître. Elle décrivait la montée de panique pendant la soirée, la sensation d'être piégée, l'impression que les murs se refermaient sur elle. À un moment, pendant la valse, j'ai regardé Marc, et j'ai réalisé que je ne l'aimais pas assez pour passer ma vie entière avec lui. Il était gentil, attentionné, parfait sur le papier, mais ce n'était pas de l'amour, c'était de la résignation. Elle expliquait comment elle s'était souvenue de Jeanne Garnier, dont sa grand-mère, Marguerite, lui avait parlé des années auparavant. Grand-mère m'avait dit, dans un moment de confidence peu de temps avant sa mort, « Si jamais tu te sens prise au piège, comme je l'ai été, comme ta mère l'a été, il y a une femme qui comprendra. Elle s'appelle Jeanne. Elle vit toujours à Annecy. » Elle m'avait donné l'adresse que j'avais notée sans vraiment comprendre pourquoi. Cette nuit-là, cette adresse est revenue à mon esprit comme une bouée de sauvetage. Le voyage à Lyon, l'arrivée dans une ville inconnue avec 10 000 francs et une terreur profonde. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Je savais juste que je ne pouvais pas revenir, pas après ce que j'avais fait. Comment regarder mes parents dans les yeux? Comment expliquer à Marc que je l'avais laissé devant 200 personnes? La honte était trop grande. Elle décrivait les premiers mois à Lyon, vivant dans des chambres minables, travaillant au noir dans des restaurants. La solitude écrasante, les nuits où elle pleurait en pensant à sa famille, à Sophie, à tout ce qu'elle avait perdu. J'ai failli revenir 1000 fois. Chaque jour je me disais, demain j'appelle, demain j'écris, mais plus le temps passait, plus c'était impossible. Comment expliquer une semaine d'absence? 1 mois? 6 mois? L'ampleur de la blessure que j'avais causée grandissait chaque jour, me rendant le retour plus impensable. Le déménagement à Montpellier en janvier 1986, l'obtention de faux papiers au nom d'Anne Martin, plus facile qu'on ne le croit quand on est désespéré, le travail à la librairie. J'ai trouvé une paix relative à Montpellier. J'étais quelqu'un d'autre. Je pouvais respirer. Je lisais beaucoup, ironiquement, les livres que je voulais écrire, mais que je n'ai jamais eu le courage de commencer. Puis, la maladie. Les premiers symptômes en automne 1987. La fatigue, les ganglions, la fièvre persistante, le diagnostic de lymphome en janvier 1988. Quand le médecin m'a dit que j'avais un cancer, ma première pensée a été « c'est ma punition » pour avoir abandonné tout le monde, pour avoir été lâche. La vie me reprenait ce que j'avais volé en partant. Et puis, les regrets, page après page de regrets. Ah maman, je suis désolé, tu as investi tant d'amour, tant d'espoir dans ce mariage. Tu voulais que j'aie la vie parfaite. Je ne savais pas que ta version de la perfection n'était pas la mienne. Je ne te reproche rien. C'est moi qui n'ai pas eu le courage de te parler, de te dire mes doutes. J'ai préféré fuir plutôt que de te décevoir. Et au final, je t'ai brisé le cœur, bien plus cruellement que si j'avais simplement annulé le mariage. Ah papa, tu m'as toujours dit d'être forte, d'être responsable. J'ai échoué sur les 2 tableaux. Je n'ai pas été assez forte pour affronter la vérité, pas assez responsable pour assumer mes choix avant qu'il soit trop tard. J'espère qu'un jour, tu pourras comprendre que je ne fuyais pas toi, mais les attentes que je ne pouvais pas satisfaire. Ah Marc, tu méritais tellement mieux que ce que je t'ai fait. Tu n'as jamais été le problème. Le problème, c'était moi, incapable de dire non, incapable d'être honnête. J'espère que tu as trouvé quelqu'un qui t'aime vraiment, complètement, comme tu mérites d'être aimé. À Sophie, ma meilleure amie, ma sœur de cœur, tu savais, tu as vu mes doutes. Je t'en ai voulu pendant longtemps de ne pas m'avoir forcé à parler, mais c'était injuste. Ce n'était pas ton fardeau, c'était le mien. J'espère que tu as eu la vie que nous rêvions ensemble, quand nous étions jeunes, l'aventure, les livres, l'amour vrai. La fin de la lettre était déchirante. Je vais mourir dans quelques jours, seul sous un faux nom, dans un hôpital de Montpellier. C'est ce que je mérite, je suppose. Je n'ai pas eu la vie que je voulais, mais je n'ai pas non plus eu celle que je refusais.
J'ai eu 3 ans de limbe, d'existence fantôme. Si je pouvais revenir en arrière, changerais-je quelque chose? Je ne sais pas. Je voudrais avoir eu le courage de parler avant, de dire « Non, je ne veux pas me marier. Pas maintenant. Pas comme ça. » Mais j'avais 21 ans, j'étais terrifié, et je ne savais pas qu'on pouvait dire non sans détruire tout le monde. À ma famille, pardonnez-moi. Pas pour mon choix de partir. Je crois que j'avais le droit de chercher ma propre voie. Mais pardonnez-moi pour la façon dont je l'ai fait, pour le silence, pour les années d'inquiétude et de douleur que je vous ai infligées. Vivez bien, aimez bien. Et si un jour quelqu'un que vous aimez vous dit qu'il a peur, qu'il doute, écoutez-le vraiment. Ne supposez pas que vous savez ce qui est mieux pour lui. Laissez-le choisir, même si son choix vous déçoit. Je vous aime, je vous ai toujours aimé. C'est pour ça que je n'ai jamais pu revenir. Parce que je vous aimais trop pour vous regarder en face après ce que j'avais fait. Adieu, Céline. La lettre datée du 12 mars 1988. Céline était morte le 20 mars, selon les archives du cimetière Saint-Lazare, que les enquêteurs avaient vérifiées. L'exhumation avait été demandée et autorisée. Le corps enterré sous le nom d'Anne Martin avait été identifié formellement grâce au dossier dentaire de Céline. Sa famille avait conservé ses radiographies chez le dentiste d'Annecy. C'était bien elle. Céline Lavigne était morte à 25 ans, 16 ans avant que sa famille ne découvre la vérité. Les obsèques officielles avaient été organisées en mai 2004 à Annecy. Le cercueil de Céline, rapatrié de Montpellier, avait été enterré dans le caveau familial à côté de son père Robert et de sa grand-mère Marguerite. Sophie avait lu un texte pendant la cérémonie, les larmes ruisselant sur son visage. Céline cherchait le courage de vivre sa propre vie. Elle l'a trouvé trop tard et de la pire façon. Mais sa lutte, son combat intérieur ne devrait pas être oublié. Combien de personnes vivent des vies qu'elles n'ont pas choisies par peur, par devoir, par amour mal placé? Céline nous force à poser cette question. Et même si son choix a causé tant de douleur, même si elle le regrettait elle-même, il nous rappelle que chacun a le droit de dire non, avant qu'il soit trop tard. Marc était venu aux obsèques avec sa femme et ses enfants. Il avait déposé une rose blanche sur le cercueil sans dire un mot. Plus tard, il avait confié à Sophie « Je l'ai aimée ». Mais je ne l'ai jamais vraiment connue. Et peut-être qu'elle ne me connaissait pas non plus. C'est ça le plus triste, nous allions construire une vie ensemble sans vraiment savoir qui nous étions. Hélène avait mis des années à vraiment faire son deuil. Pas seulement de la mort de Céline, mais de la compréhension de tout ce qu'elle avait manqué, de toutes les pressions qu'elle avait exercées, sans le savoir. Elle était retournée voir le psychologue qui l'avait suivie dans les années 85. « Comment est-ce que je ne l'ai pas vue ?» demandait-elle encore et encore. « Comment est-ce que je n'ai pas compris qu'elle étouffait ?» La thérapeute lui avait répondu avec douceur. « Parce que vous projetiez vos propres rêves sur elle, parce que vous vouliez pour elle ce que vous pensiez être le bonheur. Parce que l'amour parental, parfois, rend aveugle. Ce n'est pas de la malveillance, c'est juste humain. » La robe de mariée, pièce centrale de toute cette histoire, avait été rendue à Hélène. Elle l'avait regardé longtemps, ce vêtement magnifique qui avait survécu à sa fille. Puis elle avait pris une décision. Elle l'avait donné à un musée du textile à Lyon, avec toute l'histoire qui allait avec, pour que d'autres jeunes femmes voient cette robe et se souviennent qu'il vaut mieux annuler un mariage que de fuir dans la nuit, avait-elle dit, pour que la souffrance de Céline serve à quelque chose. La robe y est exposée aujourd'hui, dans une vitrine de verre, avec une plaque explicative racontant l'histoire de Céline Lavigne. Des milliers de personnes la voient chaque année. Certains sont touchés par la beauté du travail artisanal. D'autres s'attardent sur l'histoire tragique. Beaucoup repartent en se posant des questions sur leur propre vie, leur propre choix, leur propre courage ou lâcheté. Sophie visite le musée une fois par an, le 15 juin. Elle se tient devant la robe et parle mentalement à son amie. « Tu as fini par avoir ton histoire, Céline, » murmure-t-elle. « Pas celle que tu voulais écrire, mais une histoire qui touche les gens, qui fait réfléchir. C'est quelque chose, non ? L'affaire de la mariée disparue d'Annecy s'est terminée 19 ans après avoir commencé, grâce à une robe retrouvée dans une brocante.
Mais les questions qu'elle soulève restent. Comment créer un espace où les gens peuvent dire non sans avoir honte? Comment écouter vraiment ceux qu'on aime au lieu de projeter nos attentes sur eux? Comment vivre sa propre vie sans blesser ceux qui nous aiment? Céline Lavigne n'a pas trouvé les réponses, mais elle a posé les questions. Et parfois, c'est tout ce qu'on peut faire.